Merci une fois de plus d'être au rendez-vous de 100% foot, le sport roi au Cameroun. Vous êtes bien sur Equinox Télévision. Eh bien, tout au long de ce journal, on reviendra notamment sur le troisième site de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, visité par les experts de la Confédération africaine de football. Oui, les experts de la CAF sont depuis ce 15 janvier 2018 du côté de Bafoussam. Ils vont donc se rendre dans différentes localités là-bas. C'est notamment pour inspecter les infrastructures sportives, les infrastructures hôtelières et même aéroportières dans la région de l'Ouest. On fera le bilan à mi-parcours des sites déjà visités par ces experts de la CAF. Ils étaient tout d'abord du côté de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, et ensuite ils se sont rendus à Garoua dans la région du Nord. Il reste encore d'autres étapes, notamment la capitale économique Douala et la région du Sud-Ouest, Bouya et Limbé, les autres sites qui devaient donc abriter la CAN de football 2019 au Cameroun. Le championnat d'Afrique des Nations 2018, eh bien, la succession de la République démocratique du Congo est lancée depuis samedi dernier, avec notamment le match d'ouverture et belle entrée en matière du Maroc, pays hôte, qui annonce les couleurs avec la large victoire face à la Mauritanie, 4-0. Que peuvent les Lions indomptables, les Lions à prime dans cette compétition, les Lions de Rigobert sont qui entrent dans la compétition demain contre le Congo-Brazzaville? Tentative de réponse également à cette question dans ce journal, dans cette émission. Il faut également noter que nous sommes pratiquement dans la phase préparatoire du lancement du championnat professionnel au Cameroun, des Ligue 1 et les Ligue 2. On ne connaît pas encore la date de démarrage, mais les différents clubs sont pratiquement mis au vert. Il y a eu plusieurs changements, que ce soit au niveau de l'encadrement technique des équipes et même des nouvelles recrues. On aura les toutes dernières nouvelles de certains clubs de l'Elite 1 et même l'Elite 2 dans cette édition de 100% Foot, tout comme la page consacrée aux footballeurs de la diaspora. On va donc vous donner quelques dernières nouvelles de ces journaux du côté de la France. Voilà, mesdames, messieurs, le menu ainsi déroulé de 100% Foot. Des invités pour nous accompagner tout au long de cette émission qui dure, comme vous le savez, 90 minutes. J'ai ici avec moi le conseiller spécial du président du conseil d'administration de la Colombe sportive du Dja, François Ngoumou. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là avec nous. Je tiens déjà à rappeler que vous avez fait la route du sud pour rejoindre la région du littoral pour venir prendre part à cette émission. C'est une démonstration que les routes sont bonnes au Cameroun. Donc, pour les autres qui suivent dans notre émission, on peut faire 500 km en moins de 5 heures et je ne roulais pas vite. Je ne voudrais pas engager la polémique sur cet aspect de l'aspect route. Merci d'être là. Il est également avec nous sur ce plateau, Maître Désiré Sikati. Bonsoir. Bonsoir Étienne, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox. C'est un plaisir pour moi d'être sur votre plateau. Alors merci d'être là avec nous, Maître. C'est certainement, le sujet n'a pas été déroulé tout à l'heure, mais comme vous êtes avec nous, on aimerait quand même avoir les dernières nouvelles en ce qui concerne la révision des textes que le comité de normalisation de la FECAFOOT a envoyé du côté de la FIFA. Vous avez déjà eu la réponse retour, où est-ce qu'on en est? Bon, je pense que le président du comité de normalisation avait pris sur lui d'organiser une conférence de presse au cours de laquelle il a tenu informer non seulement les acteurs du football, mais également toute la communauté nationale et internationale de la situation de la rédaction des textes. Au jour d'aujourd'hui, je peux vous certifier, d'ailleurs après le président du comité de normalisation, Maître Api, qu'effectivement il y a un avant-projet de statut qui a été transmis à la FIFA et que la FIFA est en train de travailler avec le comité de normalisation pour que les textes qui seront définitivement arrêtés soient des textes qui correspondent aux aspirations de tous les footeux camerounais. Bon, je pense qu'en temps opportun, le président du comité de normalisation va certainement rendre public l'information concernant la mouture définitive des textes qui auront été validés par la FIFA. Voilà, mais ce qui est certain, c'est que le travail est en train d'être fait par le comité de normalisation. Et si vous en jugez par, je peux dire, l'accalmie qui gagne aujourd'hui l'environnement du football camerounais. Donc je pense que vous pouvez comprendre qu'aujourd'hui, voilà, on a un comité de normalisation qui est en train de travailler dans l'intérêt de tous les acteurs du football, sans aucun parti pris. Et que bon, si les choses continuent comme ça, à la fin, je pense qu'on aura des textes véritablement équitables, des textes qui permettent au Cameroun d'avoir un football qui est à l'image de celui des meilleurs pays. Parce que voyez-vous, le football, ça part d'abord, c'est vrai que ça se joue sur le terrain,
Mais le football aussi, c'est d'abord une bonne réglementation. Le football, c'est des textes qui responsabilisent les dirigeants. Le football, c'est aussi des textes qui amènent les dirigeants qui posent des actes malveillants. Je veux dire des actes qui sont contraires aux valeurs du football à répondre de leurs actes. Donc aujourd'hui, je pense que c'est ce que le comité de normalisation est en train de faire. Et je ne doute pas un seul instant que lorsque le président du comité de normalisation et l'ensemble de ses membres jugeront idoine, bon, le moment, ils vont certainement communiquer. Pas seulement communiquer, d'ailleurs, il est prévu que les textes qui seront validés par la FIFA et le comité de normalisation, que ces textes-là soient publiés et que tous les acteurs du football, voilà, en prennent connaissance pour ce qui sera de l'avenir de notre football. On note quand même qu'il ne restait plus assez de temps à ce comité de normalisation puisqu'il est prévu la tenue des élections avant le 28 du mois de février. François Ngoumo, c'est un discours quand même qui vous rassure. Ces informations qui nous viennent quand même de la source, il faut le dire. Il est membre de la commission de révision des textes qui ont toujours eu à faire problème au niveau de la FECAFOOT. Oui, effectivement, je vous prends en mot. Pour ceux qui ne connaissent pas l'historique des problèmes de notre football, tout par les textes. Et les différents clans qui se sont constitués se sont appuyés sur les incohérences de ces textes. Donc je pense qu'avec les observations, les consultations faites par le comité de normalisation qui a recueilli le maximum d'informations et qui a tenu compte du hic de l'ancien comité de nomination, on peut dire comité de nomination 1, que les textes qui seront cette fois-ci d'abord approuvés à la FIFA, parce que nous sommes régis par la CAF et par la FIFA. Il y a des normes, hein. Le maître est là, est juriste, on ne vend pas la poudre, c'est comme un entraînement. Donc il y a des canevas, vous ne pouvez pas vous départir, vous éloigner de ces canevas, et vous devez vous adapter au contexte de votre pays. Ce n'est que ça. Et c'est ça que la CAF et la FIFA doivent faire pour regarder. Quand on dit on envoie à la lecture, ce n'est pas les gens de jury qui vont écrire le texte. Et non, les textes ont été écrits, ici on a juste envoyé pour approbation. Donc maintenant, une fois donc que ça va revenir, eh ben, les élections, ces textes doivent être adoptés par toutes les parties prenantes, de la base au sommet. Une fois les textes sont donc adoptés, je pense donc que les élections seront ouvertes et que le meilleur pourra gagner. C'est ce meilleur que tout le monde souhaite pour que notre football puisse se porter bien sur le plan national. Alors, on parle de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Comme vous le savez très bien, les experts de la Confédération africaine de football, accompagnés du cabinet d'audit de Roland Berger, retenus pour la circonstance, ils sont au Cameroun. Depuis plusieurs jours, eh bien, ils se sont rendus tout d'abord à Yaoundé, la capitale politique. Yaoundé qui devait donc abriter deux pôles avec notamment les stades Olembe et le stade Omnisport, le stade Amadou Ahidjo. Mais on va vous proposer les images de la deuxième escale de ces experts de la Confédération africaine de football. C'était donc à Garoua, pour être plus précis. L'aéroport international de Garoua que nous avons en images, ce sont des images que nous allons regarder et essayer de commenter ensemble. Donc, accueil très chaleureux, on va le dire ainsi, pour peut-être rester dans ce qu'on a toujours eu coutume de dire, l'hospitalité légendaire du Cameroun. C'est peut-être ce que les pouvoirs publics ont voulu faire présenter à ces experts. C'est peut-être l'analyse qu'on peut faire, Maître Sikati, quand on regarde ces images, avec cette ambiance, l'accueil. Bon, ben, je suis convaincu que bon, le Cameroun ne peut pas faillir à cette occasion à sa réputation d'être une terre d'hospitalité. Voilà, bon, cet accueil chaleureux qui est constitué par des groupes de danse qui sont en train de scander certainement des chansons agréables à écouter. Voilà, ça fait partie je vais dire, de notre folklore, ça fait partie aussi de nos habitudes. Bon, maintenant, il faut aussi se raviser et comprendre qu'en fait, ces experts, ils viennent chez nous pour autre chose que pour du folklore. Voilà, donc ils viennent vérifier un certain nombre d'infrastructures, voilà, des infrastructures qui sont garantes de l'organisation d'une bonne CAN. Bon, maintenant, je pense que je ne veux pas rentrer peut-être dans les détails concernant l'appréciation qu'on peut faire sur la possibilité que le Cameroun aurait de pouvoir organiser ou pas cette compétition, tout simplement parce que, bon,
étant Camerounais, je souhaiterais que la CAN soit organisée. Maintenant, quant à la question de savoir est-ce que nos autorités ont toujours fait ce qu'il a fallu faire depuis, je pense, pratiquement 2014 que cette compétition nous a été attribuée. Voilà, bon, je pense qu'il y a un certain nombre de choses à dire, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails parce que, bon, on est quand même, le Cameroun, c'est notre pays. Et ça sera d'ailleurs très risqué parce que ce n'est que la première mission quand même. Voilà, donc le Cameroun, c'est notre pays. Maintenant, on ne peut pas limiter toutes les analyses. Voilà, à la carence, quelques carences que nos dirigeants se rendent souvent, nos dirigeants présentent souvent devant nos yeux. Voilà, moi, je souhaite tout simplement que le calendrier de construction des infrastructures et de rénovation des infrastructures aussi, qui a été annoncé par les membres du comité de normalisation, également par le chef de l'État lors de son discours de fin d'année, que ce calendrier soit respecté. C'est vrai qu'a priori, ça va quand même être difficile. Voilà, bon, maintenant, ils ont souvent dit qu'impossible n'est pas camerounais. Bon, il y a des moments où, franchement, à l'impossible, on ne peut pas être tenu. Mais je voudrais quand même réserver, parce que j'ai beaucoup de critiques à faire. Voilà, les autorités qui sont chargées d'organiser cette compétition savent très bien qu'il y a beaucoup de fautes qui ont été commises depuis le départ. Voilà, bon, je ne veux pas commenter ça maintenant. Je pense qu'on aura l'occasion d'apprécier si ce comité d'organisation voilà, a réussi sa mission. Bon, actuellement, on essaie de rattraper le retard. Voilà, parce que le retard, il y en a vraiment. On essaie de rattraper le retard. À côté de ça aussi, il faut reconnaître que la CAF n'a pas rendu la tâche facile au Cameroun. Voilà, lorsque le nombre d'équipes qui participent à la CAN passe de 16 à 24, je pense que à ce moment, il faut quand même être un pays qui a un véritable sursaut d'orgueil pour organiser une telle compétition, alors qu'à l'origine, on y allait pour 16 équipes et qu'on n'était pas encore prêt pour 16 équipes. Je pense que le Cameroun a pris l'engagement d'organiser une compétition pour 24 équipes. Voilà, moi j'ai espoir que ça va être réalisé, mais malgré cet espoir, je pense quand même que je regarde toujours ce qui est en train d'être organisé. C'est vrai que avec un air dubitatif. On va revenir plus en détail sur ce qui a déjà été visité par ces experts de la Confédération africaine de football. Je tiens à rappeler qu'il y a seulement 3 aspects. Ils sont là pour cette première visite: les infrastructures sportives, les infrastructures hôtelières et les aéroports. Il faut dire qu'au Cameroun, on compte 2 aéroports internationaux, c'est-à-dire Garoua, Douala et Yaoundé. François Goumou, quand vous regardez l'étape de Yaoundé avec nos infrastructures sportives, c'est vrai, un stade est pratiquement prêt, le stade Amadou Ahidjo, celui qui est d'ailleurs le plus important au Cameroun en termes de grandeur et même de superficie et de capacité, qui est le stade Paul Biya de Lembe. Ça vous rassure quand vous avez vu ces images? Je suppose que vous les avez vues. Ce stade actuellement en chantier. Comme vous avez introduit le sujet par l'accueil de nos hôtes à Garoua, il faut souligner que Garoua est un terreau du football de haut niveau. Coton Sport a dominé le football camerounais et a joué plusieurs compétitions internationales. Donc, au niveau supporter, au niveau accueil, cette ville, cette région est déjà habituée à accueillir des grandes compétitions. Donc, je pense que la problématique par rapport à Garoua, c'est la rénovation du stade de Garoua, stade de Garoua sur lequel le Coton Sport joue ses matchs, et les différents stades annexes. Donc, c'est ça là la première gageure. Donc, on a donné le marché à une entreprise. Je ne sais pas si ils sont vraiment déjà sur le terrain, mais j'espère qu'avec la descente de la commission CAF, les choses vont s'accélérer. Pour revenir à Yaoundé, je pense que pour Yaoundé, hormis le stade de Lembe, Yaoundé a déjà, comme on peut dire, rodé, expérimenté l'organisation via la CAN 2016. Vous savez, en tant que dirigeant, nous jouons au stade annexe, au stade Omnisport. Donc ces stades-là sont déjà pratiquement opérationnels. Le stade Omnisport est aux standards internationaux. Donc cette poule qui devait se jouer là, c'est déjà acquis. Bon, maintenant on a dit qu'il y a une deuxième poule qui devait se jouer du côté de Lembe. Nous ne sommes pas des ingénieurs, chacun son métier.
il y a des experts justement formés dans l'ingénierie qui sont dans la délégation. Ils vont discuter avec les experts italiens, si je me souviens bien, et ils vont échanger, ils vont leur poser des questions précises. C'est des séances de travail techniques. Et s'ils vont se rendre compte que ces gens-là sont des imposteurs, eh bien, ils feront le rapport dans ce sens-là, malgré tout le charme que nous pouvons faire pour l'accueil que nous faisons à nos hôtes. C'est un problème professionnel. Une société d'audit qui vient, vous avez beau les accueillir, vous avez beau danser, vous avez beau les amuser, mais ce qui est d'abord prioritaire, c'est leur signature. D'accord. Donc je pense que c'est à l'issue de cette première inspection qu'ils vont faire un rapport qui sera sur le site de la CAF, qu'on dit oui, nous avons été au Cameroun, les ingénieurs camerounais, ou les constructeurs camerounais pour les stades à construire, nous ont garanti que ce sera dans les délais. Livraison en décembre. Ok. En tant que technicien, nous pensons que c'est possible. Donc, nous le laissons au bénéfice du tout. Et à la deuxième inspection, si donc, ils se rendent compte que l'état d'avancement qui devrait être autant T2 n'est pas arrivé, à ce temps-là, des rapports allant dans le sens d'attirer l'attention du comité d'organisation de la CAN, que attention, faites attention, car vous risquez d'être pas prêt. Et c'est à ce temps-là que les plans P, en termes de pays qui sont susceptibles de remplacer le Cameroun, sont actionnés. Voilà comment ça marche. Voilà, nous ne sommes pas encore à cette étape-là, parce qu'il faut dire que cette première visite, il s'en suivra d'autres visites d'inspection, parce qu'il faut dire que l'aspect infrastructure sportive, hôtelière et même aéroportuaire ne constitue pas les seuls éléments qui font l'organisation d'une compétition d'une telle envergure, la Coupe d'Afrique des Nations, avec 24 nations cette fois-ci au lieu de 16. Je vais donc vous proposer la deuxième visite. C'était du côté de Yaoundé. Les experts se sont rendus du côté du stade Amadou Ahidjo. C'était sous le regard vigilant de notre reporter Aïxilin. Des groupes de danse pour accueillir la mission d'inspection de la Confédération africaine de football au stade annexe numéro 1 et 2 de l'Omnisport à Yaoundé. Du pur folklore, diraient certains, mais le comité d'organisation préfère parler de l'exposition de la richesse culturelle et artistique du Cameroun. Au deuxième jour de la visite des experts de la CAF au Cameroun, les choses se déroulent dans un contexte plutôt particulier. Des éléments de la police ont cru devoir interdire à Equinox Télévision de faire son travail. Un imposant dispositif sécuritaire est mis en place pour tenir à bonne distance les journalistes de la chaîne du peuple, pendant que d'autres organes sont autorisés à prendre des images. Mais grâce à la témérité de nos techniciens, l'on a pu constater que la cuvette de Fandena a fait sa toilette des grands jours. Pour la circonstance, l'ambulance du centre des urgences de Yaoundé est bien positionnée, tandis que la pelouse reçoit de l'eau. Il faut bien montrer aux inspecteurs de la CAF que le Cameroun est prêt ou sera prêt à organiser la CAN 2019. Voilà donc pour ce qui est de la ville de Yaoundé, qui aura donc deux poules. Deux poules seront basées dans la capitale politique du Cameroun, Yaoundé. Les inspecteurs de la CAF, je le disais à l'entame de ce programme, se trouvent actuellement dans la région de l'ouest du Cameroun, à Bafoussam pour être plus précis. C'est le chef-lieu de cette région, et Bafoussam qui dispose certes déjà de stade Omnisport, le stade de Kwekon, mais il y a d'autres aspects qui devraient être passés au pain fin, notamment les hôtels et l'aéroport. De ce côté-là, Maître Sikati, c'est une région que vous connaissez assez bien. Je vous ai eu au téléphone lors de l'émission de vendredi. Vous m'avez dit que vous étiez dans la région de l'Ouest, donc ça signifie que vous avez les dernières images que vous avez captées dans la ville de Bafoussam. Qu'est-ce que vous pouvez dire en ce qui concerne cette descente de la CAF qui arrive aujourd'hui, Bafoussam, les infrastructures sportives, les hôtels et les aéroports à Bafoussam? Bon, en fait, il est quand même clair que Bafoussam a un nouveau stade qui a été construit. Voilà, je pense que le stade a été livré, ça fait presque 1 an et demi. C'est un stade de qualité qui a une capacité de 20 000 places. Mais à côté de ça aussi, je pense que Bafoussam n'a peut-être pas un hôtel qui correspond un peu à celui que la CAF demande, c'est-à-dire un hôtel 5 étoiles. Bon, le comité d'organisation de la CAN offre également de recevoir les différentes équipes et les officiels dans d'autres hôtels qui sont logés, je pense,
Gambouda, Bangou, Bana, Bangante, Bangou, voilà, bon, il y a quand même, bon, c'est vrai qu'il y a des hôtels de qualité qui sont intéressants. Ce qui m'inquiète un peu, c'est beaucoup plus l'état de la ville, l'état de la salubrité, l'état d'insalubrité de la ville de Bafoussam. Voilà, de la ville de Bafoussam. Parce que les gens, quand bien même il y aurait des hôtels de qualité, je pense quand même que tous nos autres vont passer sur ces routes-là pour se rendre dans les stades d'entraînement, pour se rendre dans les stades de match. Pour faire également du tourisme. Lorsqu'on regarde toute l'ampleur du désordre urbain qu'il y a dans cette ville de Bafoussam, j'ai vraiment de la peine à croire qu'il sera possible de mettre un peu d'hygiène dans cette ville d'ici l'organisation de la CAN. Et c'est pourquoi j'ai souvent dit qu'il ne faut pas attendre le plus souvent la dernière minute pour rentrer dans l'improvisation. Parce que c'est depuis 2014 qu'on sait qu'on va organiser cette compétition. Habituellement, nous participons quand même à la CAN dans d'autres pays. On voit que la CAN se joue dans un environnement hygiénique, dans un environnement propre. Voilà, donc j'espère tout simplement que ceux qui sont en train d'organiser la compétition vont prendre ces détails en compte. Parce que Bafoussam que je vois aujourd'hui n'a rien à voir avec Bafoussam d'il y a 20-25 ans. Voilà, c'est pratiquement une ville qui, sur le plan de l'hygiène, a été abandonnée. C'est une ville où on a autorisé les gens à faire le commerce partout, même pratiquement à quelques lieux du centre administratif, ce qu'on ne voit nulle part ailleurs. Donc je pense que c'est l'inquiétude principale que j'ai. Voilà, donc si j'avais une recommandation, une suggestion à faire au COCAN, ce serait beaucoup plus de voir cet aspect-là, c'est-à-dire l'aspect salubrité dans la ville de Bafoussam. Bon, c'est vrai, l'autre jour, vous parlez des routes. J'ai également constaté que, bon, on était en train de, je vais dire, fermer quelques trous qu'il y avait sur la route. Bon, mais je pense qu'on a besoin de faire des travaux beaucoup plus importants et plus durables. C'est-à-dire, on a besoin de voir des véritables couches de bitume sur les routes de la ville de Bafoussam. Parce que, voyez-vous, l'organisation de la CAN, c'est également, c'est pas seulement un événement sportif, c'est aussi un événement touristique. Ça veut dire que vous n'allez pas confiner les délégations dans les hôtels. Voilà, les membres des délégations vont avoir envie de sortir pour découvrir l'environnement de notre pays, pour voir dans quel environnement nous vivons. Bon, maintenant, je ne suis pas sûr que ça fera plaisir à ceux que nous allons recevoir de constater que, bon, au-delà de tout ce que nous allons montrer dans les médias en termes de publicité et de marketing de la compétition, bon, mais de voir quand même que nos villes, notamment la ville de Bafoussam, est dans des conditions, franchement, c'est des conditions, c'est pas agréable du tout. Donc, je pense que c'est la première chose qu'il fallait faire aujourd'hui. Les stades qu'il faut encore refaire dans la région de l'Ouest, que ce soit Bouda, que ce soit Banjoun, que ce soit le stade annexe du stade Kwekong ou encore le stade municipal de Bafoussam, je pense que ça, c'est des travaux qui sont faisables. Parce que c'est pas des... C'est juste la réhabilitation. Voilà, je pense qu'en l'espace de 5 mois, il est possible que tous ces terrains d'entraînement soient prêts en termes de gradins, en termes de pelouse, il est possible que ce soit prêt. Mais moi, j'ai de véritables inquiétudes en ce qui concerne le patrimoine routier de la ville de Bafoussam. C'est vraiment catastrophique. Et l'autre jour, vous dites que j'étais à l'ouest. Effectivement, j'étais à l'ouest. J'ai fait un tour par Bafoussam. J'ai constaté que il y avait des jeunes gens qui sortaient du gravier des camions pour verser sur la chaussée. Voilà, donc ce genre de rafistolage, c'est pas normal que nos autorités nous soumettent tout le temps c'est une véritable honte, ça. Vous voyez, donc ça me fait mal, mais je vous ai dit, je ne veux pas rentrer en profondeur dans les critiques. Voilà, les critiques des différentes inactions de nos autorités, parce que bon, c'est quand même un moment délicat où bon, il faut quand même être solidaire, même solidaire avec l'union. Non, c'est pas une question d'union. Disons tout simplement que c'est un instinct patriotique pour moi qui m'oblige à m'abstenir de critiquer pour le moment, tout simplement parce que ce comité est là pour inspecter les infrastructures. Je crois que ces le moment de la critique sont également très importantes pour ceux qui ont la charge. Peut-être s'il y avait un moment de relâchement, qu'ils sachent qu'il ne nous reste plus assez de temps. François, vous avez eu la possibilité de livrer des rencontres à Bafoussam, notamment avec la colombe sportive du Dia. Vous avez certainement également joué au niveau du stade Omnisport de Kwekong. Alors, il y a eu ce problème de la distance qui a souvent été posé comme un handicap, parce qu'on a vu des rencontres se disputer là, les gradins vides, alors que les populations réclamaient les infrastructures. Et quand vous regardez le stade de Kwekong, est-il véritablement prêt, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des alentours? Non, le stade, l'aire de jeu est impeccable, le stade est bien. Le stade était un stade de qualité.
Mais le problème est que le football se joue avec les spectateurs. Donc, s'il y a des difficultés d'accès pour les spectateurs, je pense qu'il faut résoudre ce problème le plus rapidement possible. Donc, la route qui mène centre-ville au stade n'est pas achevée. Donc, je crois que c'est l'une des missions essentielles qui est dévolue aux délégués du gouvernement ou au comité d'organisation de faire rapidement tout le nécessaire pour que cette route qui mène au stade soit achevée pour faciliter, qu'il y ait fluidité au niveau de la circulation, parce que quand les gens vont au stade, vous ne pouvez pas avaler de la poussière, alors que vous allez pour un spectacle. Donc je pense que ce que j'ai pu constater, ce n'est que le problème de la route, l'accessibilité du stade. Mais l'aire de jeu, les gradins, les vestiaires sont aux normes. Parce que quand on dit commission CAF, il y a des critères essentiels. Est-ce que vous avez assez de stades pour que les 6 poules puissent se dérouler? Je crois que les gens sont en train d'apporter des réponses. Il y a 2 stades qui sont en train de se construire. Mais maintenant, il faut que les stades soient construits. Il faut rapidement donner les activités. Donc et puis maintenant, vous ajoutez les autres critères, l'hôtellerie. À l'ouest, il y a des hôtels à 40-50 km Et d'aucuns diraient même que la ville de l'ouest a ceci de particulier, le site qui sera donc basé là-bas, c'est que à Bafoussam, on peut accéder facilement dans les autres localités. Donc, pour que tout ne soit pas seulement concentré dans la ville de Bafoussam. Je crois que ce sera l'occasion pour nous autres d'aller découvrir cette région des montagnes qui est si riche. Donc, je pense que au niveau infrastructure hôtelière, c'est solutionné pratiquement. Maintenant, l'infrastructure aéroportuaire, est-ce qu'on peut en parler également? Vous savez que la CAF dit ceci, lorsque le camp de base d'une équipe est distant du lieu de match de plus de 250-300 km, il faut un avion. Donc, si au niveau des quarts de finale, etc., il faut que les équipes se déplacent, ce sera en avion. Tout la raison pour laquelle la problématique des aéroports ou aérodromes doit être solutionnée. Mais je pense que le ministre du Transport, le président du COCAN, toute cette personnalité-là sont conscients, puisqu'on a donné un cahier de charge et chacun va faire ce qui doit être fait. Et comme le premier sportif camerounais, le chef de l'État, a dit à 2 reprises, le Cameroun sera prêt à date. Ça veut dire que s'il y avait des blocages, quels qu'ils soient, en tant que premier soldat, il va veiller personnellement à ce que ces ministres en charge des différents départements concernés dans le cahier de charge fassent tout pour que nous répondions présents. Restons au niveau de cet aspect aéroportier, Maître Sikati. On ne devrait même plus parler peut-être de ce problème pour ce qui est de la région de l'Ouest, du moins si on s'en tient à notre compagnie nationale qui avait décidé il y a plusieurs jours de desservir cette localité, la région de l'Ouest particulièrement. Donc ça signifie que de ce côté-là, on devrait avoir un aéroport, mais serait-il au nord? C'est peut-être là la grosse préoccupation. En fait, je pense que l'aéroport de Bafoussam souffre du même symptôme, voilà, que la plupart des infrastructures au Cameroun, parce que ce n'est pas un aéroport qui a été construit récemment, c'est un aéroport qui date du régime Aïdio. Voilà, donc c'est une infrastructure qui malheureusement fait l'objet d'un déficit d'entretien. D'ailleurs, il a été réouvert que très récemment parce que Cameco avait envisagé une desserte sur la partie ouest du pays. Donc, pour le moment, il faut reconnaître que cet aéroport ne répond pas encore aux normes des aéroports internationaux. Donc, ce qui veut dire qu'il va falloir que le ministère des Transports, le gouvernement camerounais, en fait, tous ceux qui seront impliqués dans le processus d'organisation de la CAN, qu'ils s'arrangent à mettre cet aéroport non, parce qu'aujourd'hui, il ne l'est pas encore. Un aéroport comme celui-là doit être capable d'accueillir les plus gros avions. Ça veut dire tout simplement que dans le cahier des charges de la CAN, les équipes qui participent à une compétition comme celle-là doivent être logées dans une ville qui dispose d'un aéroport international. Ça veut par exemple dire que si l'équipe de Côte d'Ivoire est qualifiée et que lors du tirage au sort de la CAN, cette équipe est supposée jouer à Bafoussam, voilà, les Ivoiriens doivent être capables de prendre un avion à Abidjan et atterrir à Bafoussam. Ça veut dire s'ils viennent avec un avion qui a une capacité de 500 places, l'aéroport doit être capable d'accueillir cet avion-là. Bon, pour le moment, je n'ai pas l'impression, c'est même pas une impression, l'aéroport de Bafoussam ne peut pas accueillir un avion d'une grande capacité.
Ça veut dire qu'il y a encore des normes à parfaire, à effectuer le voilà. Et certainement, parmi les experts de la CAF qui sont venus dans cette délégation-là, il y en a qui sont spécialistes des questions aéroportuaires, qui vont certainement faire des remarques au Cameroun sur les remises à niveau à faire avant une date butoir qu'ils vont encore donner à notre pays. Bon, à côté des aéroports, je pense que on pourrait également parler du réseau, parce que tout à l'heure je parlais du réseau routier urbain de Bafoussam. Il faut aussi parler de la capacité de la ville de Bafoussam à être reliée directement aux différentes petites villes satellites, voilà, qui vont accueillir les autres équipes, parce qu'il y a un hôtel 4 étoiles qui est à Bouda, c'est-à-dire qu'il y a une équipe qui est supposée loger à Bouda. Maintenant, la question qui se pose est celle de savoir, est-ce qu'il sera facile de partir de Bouda, voilà, pour arriver au stade Kwekong durant les matchs, parce que lorsqu'une équipe loge par exemple à Bangou, est-ce qu'il sera possible de partir de Bangou, arriver à Kwekong sans passer par le centre-ville de Bafoussam qui est totalement engorgé et insalubre, il faut le dire. Voilà, je dis franchement, il faut que nos autorités prennent la question avec sérieux. Voilà, donc, parce que la ville de Bafoussam, moi ça me fait mal de savoir que bon, on a des étrangers qui viendront chez nous et qui vont marcher dans cet environnement pour se rendre au stade. Voilà, donc je pense qu'il y a un véritable problème. Même les voies de contournement, on devrait pouvoir prévoir des voies de contournement pour arriver directement au stade sans passer par le centre-ville de Bafoussam. Pour le moment, ces voies de contournement n'existent pas. Parce qu'il ne faut pas oublier que pendant les matchs, les activités des citoyens de la ville des habitants de la ville de Bafoussam vont continuer. Voilà, ça veut tout simplement dire que la ville sera engorgée. Et puis, avec toute l'armada de sécurité qu'il y aura autour des équipes, vous viendrez avec moi que ce ne sera pas facile de circuler. Donc, s'il n'y a pas de voie de contournement, ça risque d'être vraiment difficile. Voilà, donc, il faut, parce que de tous les sites que nous voyons jusqu'ici, la ville de Bafoussam, franchement, est le site qui cause le plus d'appréhension. En ce qui concerne l'état de la salubrité dans la ville, en ce qui concerne l'état du réseau routier. Voilà, pour les hôtels, je pense que bon, c'est vrai que si la CAF avait exigé, parce que quand vous regardez par exemple un village comme Bangou, il est distant de Bafoussam, je pense c'est près d'une soixantaine de kilomètres. Voilà, bon, une soixantaine de kilomètres, ça fait quand même aussi beaucoup. Oui, la route est bitumée, mais elle n'est pas aussi en bon état que ça, du moins entre Bangou et Banjul. Voilà, donc il faut quand même essayer de... Bon, c'est vrai quand même que les nids de poules qu'il y a sur la route entre Bangou et Banjul ne sont pas aussi graves que ça, mais il faut revoir, parce que quand vous recevez quand même une compétition comme la CAN, on n'a pas besoin de voir des trous sur la route. Je le dis parce que j'ai pratiqué cette route il y a 2 jours, j'ai vu qu'il y a quelques trous. D'accord. Voilà, donc à côté de ça aussi, bon, il y a le stade municipal de Bafoussam, le stade Fotso Victor, voilà, qui va certainement être un des stades d'entraînement. Il faut aussi le rénover. L'état de la route aussi à l'intérieur de Banjul, il faut revoir la route. C'est pas bon. L'état de la route à l'intérieur de Banjul, c'est pas comme à Bafoussam, mais il y a quand même aussi des zones où la route n'est pas en très bon état. C'est qui voilà, est sûr. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Tous ces aspects seront pris en considération. Alors, ce que moi je retiens de vos remarques en ce qui concerne le site de Bafoussam, c'est que il y a davantage le réseau routier. Fort heureusement qu'il ne fait pas partie des aspects sur lesquels vont se pencher les experts de la Confédération africaine de football lors de cette descente. On peut déjà quand même noter avec satisfaction qu'il y a le stade Omnisport Kidiala. Vous avez également reconnu qu'il y a des hôtels qui peuvent accueillir les autres marques dans la ville de Bafoussam. Donc, on peut plus ou moins, si on faisait une autre, on pourrait dire que Bafoussam est sensiblement, légèrement au-dessus de la moyenne à cette étape. Non, mais il n'y a pas... En ce qui concerne, du moins, ces 3 aspects. Non, disons que actuellement, le réseau routier n'a pas été pris en compte par la CAF pour la première visite d'inspection. Exact. Voilà, parce qu'il y a d'autres visites qui viendront après. Voilà, et la CAF pourra parfaitement dire, bon, nous devons vérifier également que le Cameroun a les voies de locomotion qui permettent d'arriver auprès des infrastructures. Ce qui est sûr d'ici à cet instant-là, peut-être qu'il y aurait déjà vu. Justement, c'est pourquoi je veux tout simplement dire qu'il faut espérer que nos dirigeants ne vont pas attendre la prochaine mission et voir l'inventaire de ce qui est prévu dans cette mission avant d'aller essayer de rafistoler. Il faut commencer à travailler dès maintenant. Pendant que cette commission est là, il faut savoir que on ne peut pas aller jouer si on ne passe pas sur une route. Si la route est en mauvais état, la conséquence c'est que les joueurs arrivent au stade étant fatigués. Ils peuvent arriver en retard. Et la CAF a un chronogramme horaire qu'on ne peut pas changer parce que les routes sont en mauvais état. Donc aujourd'hui, il faut que nous comprenions. Vous voyez par exemple, il n'y a pas l'état de la connexion Internet dans la liste des infrastructures à vérifier par la CAF, mais c'est évident
qu'on ne peut pas organiser une CAN sans avoir Internet qui marche à merveille. Ce qui est sûr, Maître Sikati, cet aspect serait également pris en considération lors des prochaines missions d'inspection au Cameroun. Alors, les experts de la CAF vont donc arriver à Douala le 16 janvier, c'est-à-dire demain, mardi, dans la capitale économique. Douala également un véritable pôle, parce que dans la ville de Douala, tout comme Yaoundé, il y aura assez de choses, il y a beaucoup de choses à faire dans la ville de Douala. Vous avez parlé tout à l'heure de Bafoussam, François Ngoumou. Quand on regarde Douala aujourd'hui, avec ce qu'il y a comme travaux encore à réaliser, cela peut-il donner lieu, matière à s'inquiéter? Je pense pour le stade, j'y étais, à Japoma, parce qu'il faut souvent aller voir, au lieu de se contenter des réseaux sociaux. Je pense que le stade, l'état d'avancement de construction du stade de Japoma est en bonne voie. Je pense que Japoma sera prêt. Le problème des hôtels ne se pose pas. Douala est une ville cosmopolite. Quand on est en Europe, on veut revenir au Cameroun, on tape d'abord Douala au niveau des vols. Donc, je pense qu'au niveau infrastructure hôtelière, Douala est pareil. Le véritable problème de Douala, comme dans beaucoup de villes, c'est les stades d'entraînement. Il y avait le stade Bapé-Lépé, ça je n'ai pas pu visiter lors de mon dernier séjour ici. Les travaux ont repris, les travaux étaient en arrêt depuis plusieurs mois, mais les travaux ont repris. On disait qu'on allait rénover l'ancien stade de la réunification. Je pense que peut-être la piste a été abandonnée. Quels sont les stades donc, qui ont été choisis pour 4 équipes? Alors je vais vous rappeler rapidement que le stade de l'école publique de Bonamoussadi, ça sera un stade d'entraînement. Il y aura le stade de Omnisport de Bépanda qui sera également un site d'entraînement qui devrait être réhabilité, tout comme le stade Bapé-Lépé. Et de ce côté-là, également, il y a eu la réunion tenue par le président du comité local régional, qui est le gouverneur de la région littorale. Il y a donc eu plusieurs préoccupations qui ont été posées par les responsables, les ingénieurs en charge, soit de réhabiliter, soit de construire ces stades. Et entre autres questions, il y avait des problèmes de délimitation d'espace pour ce qui est du terrain de l'école publique de Bonamoussadi. Quand on donne quand même ce type de raisons pour expliquer le non-début des travaux là-bas, est-ce que quelque part, il n'y aurait pas quelques goulots d'étranglement? Est-ce qu'on a véritablement l'impression que tous vibrent en phase, tous ceux qui font partie de la construction de ces infrastructures? Je pense que les comités locaux sont dirigés par le gouverneur. Le gouverneur qui est le représentant du chef de l'État. Et comme je viens de le dire tout à l'heure, quand le chef de l'État s'implique, il délègue. Et le gouverneur se doit d'interpeller tous les acteurs pour que les choses soient faites à temps et à heure. Donc s'il y a un problème administratif, s'il y a un problème de lourdeur au niveau financier, très rapidement le gouverneur, qui est le patron de la région, se doit de rendre compte à la hiérarchie pour que justement ces goulots soient dénoués. Donc nous ne savons pas les raisons. Il n'y a que lui qui peut répondre, n'est-ce pas, par rapport à l'une ou l'autre préoccupation, telle que celle que vous venez d'évoquer. Donc il faudrait peut-être inviter le gouverneur ou aller faire une interview, n'est-ce pas, dans ses bureaux, pour pouvoir, parce qu'il a fait le tour, même quand on est en Europe, vous êtes suivi par satellite, il y a des réunions. Nous avons d'ailleurs suivi toutes ces missions. Il faudrait juste peut-être aller envoyer local de la région littorale, présidé par le gouverneur, qui a d'ailleurs tenu à ce que tout soit respecté dans les délais. Maître Sikati, peut-être un autre aspect, celui auquel vous faisiez mention en ce qui concerne le site de Bafoussam, ce même problème pourrait peut-être se poser dans la ville de Douala aussi. Il va falloir se déplacer. Et Douala, comme vous le connaissez si bien, c'est pas du tout évident de se déplacer aussi bien les jours ordinaires que les jours fériés. Mais je pense que le plus gros handicap de Douala sera le désordre humain. Quand je parle de désordre humain, parce que Douala, malheureusement, est la seule ville du Cameroun où les règles élémentaires de la circulation routière ne sont pas respectées par tout le monde. Voilà. C'est la seule ville du Cameroun où vous pouvez voir des gens rouler sur leurs engins en sens inverse. Ça veut dire, au lieu de rouler à droite, mais ils roulent à gauche. Ils roulent à gauche alors que normalement ils devraient rouler à droite. Donc c'est un véritable problème. Et les autorités, pendant longtemps, ont donné l'impression qu'elles étaient capables de mettre un peu d'ordre dans cette ville. Je ne sais pas s'il sera possible pour ces autorités-là d'avoir le courage de rediscipliner les gens. D'amener, par exemple, les gens à comprendre qu'à un feu rouge, il va falloir que tout le monde s'arrête. Voilà, à un feu vert, il va falloir que tout le monde passe. Voilà, donc ça va être trop compliqué parce qu'aujourd'hui, lorsque vous voyez le niveau de désordre qu'il y a dans la circulation, parce que je dis et je le répète, c'est l'aspect qui m'inquiète le plus parce que, bon,
en ce qui concerne le réseau routier. Douala a un réseau routier qu'il faut peut-être entretenir en certains endroits. Voilà, bon, il y a également que le stade de Japoma, il est en construction. Je dirais même que, bon, honnêtement, le taux d'exécution des travaux tel que je vois peut-être de 20%, et qu'il est possible que ce stade soit prêt. Bon, comparativement à celui de Yaoundé, pour lequel j'ai quand même beaucoup d'inquiétudes. Voilà, bon, les stades d'entraînement, les sites retenus pour les stades d'entraînement ont déjà des aires de jeu sur lesquels il suffit juste de mettre des pelouses, du gazon et de construire des gradins. Ça, ces travaux, ça peut être, on l'a vu quand même. Je ne suis pas en train d'encourager l'inertie mais on peut juste quelques analyses, essayer de voir là où c'est fait. Voilà, j'essaie quand même d'expliquer que c'est encore les Camerounais qui veulent voir cette composition-là. Ils peuvent espérer, parce que j'ai quand même constaté que pour la CAN féminine qu'on a organisée l'année dernière, voilà, les travaux de construction des stades d'entraînement, notamment le stade militaire et les stades annexes, et même le stade Amadou Ahidjo a été rénové à l'espace d'1 an. Donc, bon, je ne veux pas prendre le cas du stade Amadou Ahidjo parce qu'on l'a rénové, mais les stades d'entraînement, j'ai quand même vu qu'ils pouvaient être réalisés en l'espace de 6 mois. Donc, je pense qu'il est possible de construire des stades, de rénover les stades d'entraînement, que ce soit Bonamoussadi, que ce soit la réunification, que ce soit également le stade Mbapelépé, c'est possible de rénover ces stades dans un délai de 6 mois. Voilà, bon. Mais à côté de ça aussi, il y a un autre problème qui, à mon sens, est assez délicat. Quand je constate que le stade se trouve pratiquement dans la périphérie, voilà, la périphérie est de la ville de Douala, et que vous partez de cette périphérie est pour le centre de la ville où les équipes vont loger, vous avez une voie rapide, une voie assez large, qui part pratiquement de la zone de l'aéroport jusqu'à la gendarmerie de Yassa. Et à partir de la gendarmerie de Yassa jusqu'au stade, vous avez une route, la route continue sur une largeur d'à peine, je ne sais pas, ça fait 10 mètres. Et que cette largeur-là, ça couvre pratiquement, je peux dire 3 km, mais j'ai de la peine à croire que les équipes vont être obligées de faire 3 km pour relier le stade sur une route d'une largeur d'à peine, je dirais, 8 mètres ou 10 mètres. Voilà, donc, lorsque ces travaux avaient commencé, moi je pensais qu'en réalité, il s'agissait d'un boulevard, d'une voie qui allait aussi large, qui allait déboucher jusqu'à la rivière sur la Dibamba. Voilà, moi j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi est-ce que ce chantier il a été arrêté à Yassa. Mais je pense que ça va poser un problème parce que le soir, déjà aujourd'hui la compétition n'est pas encore organisée. Vous constatez le soir, aux heures de pointe, il n'est pas possible de partir de la Dibamba jusqu'à ce point où la route à 2 voies commence, sans passer au moins 1h30 dans la circulation, c'est-à-dire aux heures de pointe. Lorsque la compétition va être lancée et que, en même temps qu'elle va se dérouler, les gens vont vaquer à leurs occupations quotidiennes, ben, ce qui va se passer, c'est que ça va créer un véritable engorgement. Si vous circulez sur cette voie-là, vous allez constater qu'entre l'aéroport et cet endroit-là où la route est rétrécie, ben vous allez normalement, même aux heures de pointe, vous roulez normalement, mais une fois que vous arrivez là-bas, ça devient vraiment, c'est la croix et la bannière. Donc je pense que ça, c'est un véritable problème. Je ne sais pas s'ils seront également capables de construire, si c'est même envisagé déjà, mais si ce n'est pas envisagé, ça va être un véritable problème sur le plan de la organisation, sur le plan de la logistique. En ce qui concerne les hôtels, je pense que Douala a quand même déjà des hôtels de standing pour recevoir les délégations. Voilà, les hôtels, parce que même les hôtels qui n'ont pas le standing qui est conféré par le ministère du Tourisme peuvent parfaitement d'ici là, voilà, se mettre aux normes pour avoir le standing de 5 étoiles, parce que la CAF demande que les équipes soient, les délégations, les équipes soient logées, les officiels là, soient logés dans des hôtels 5 étoiles. Voilà, ça c'est possible. Bon, maintenant, j'ai aussi constaté ce matin qu'on avait cassé un certain nombre de commerces qui sont sur une rue qui mène au stade de Bonamoussadi. De l'école publique, donc ça signifie que certainement c'est les travaux. Quand j'ai appris qu'on avait choisi ce site comme site pour un stand d'entraînement, la question que je me suis posée de savoir comment est-ce qu'on peut choisir un stand d'entraînement qui est pratiquement dans un marché. Parce que pour rentrer dans ce stade-là, il faut passer dans le marché. Et pour ceux qui connaissent le marché de Bonamoussadi, ils savent très bien qu'il s'agit d'un marché, je peux dire c'est un marché spontané, qui est installé dans un véritable désordre. Voilà, c'est un marché que les autorités, qui n'est d'ailleurs pas à la mesure du quartier. Vous voyez un peu, c'est un marché que les gens ont créé tout simplement parce que ceux qui avaient pensé la ville de Bonamoussadi avaient tout pensé, mais n'avaient pas pensé à un marché. Donc je ne sais pas comment est-ce qu'on peut penser à un site d'entraînement. Il y a beaucoup d'autres sites dans cette ville qui auraient pu
constitué, accueilli, sans qu'il y ait des problèmes de salubrité, des problèmes de dérangement au niveau des enjeux. Voilà, donc moi je sais pas. Bon, Bonamo Sadi, c'est aussi un quartier qui est agréable. Peut-être que les autorités auront d'ici là la volonté de mettre un peu d'ordre, de voir un peu comment est-ce que le marché va vraiment être séparé. Et de mettre une rue qui permette de partir du centre de la ville pour arriver au stade d'entraînement sans regret. Parce que ce marché, il ne faut pas se garder le dit, il est laid à voir. Il est véritablement... Peut-être l'occasion sera venue à travers la construction de ce stade d'Ambéli. Et voir aussi comment est-ce qu'on pourrait refaire quelques échoppes dans ce marché pour que ce soit au moins sur le plan visuel, ce soit esthétique. D'accord. Parce que pour le moment, vraiment, c'est affreux. Je vais vous proposer un arrêt dans ce programme pour revenir sur une compétition quand même internationale qui a eu lieu au stade Amadou Ahidjo, qui était donc dans le cadre du dernier tour des éliminatoires du mondial moins de 20 ans du football féminin. Eh bien, les Lions juniors ont été tenus en échec sur leurs propres installations par les Ghanéennes. Un but partout. Pourtant, ce sont les Lions qui ont trouvé la voie des buts dès la 10e minute de cette rencontre. Elles se sont vues rattraper au score à la deuxième mi-temps, dont tout reste à refaire lors du match retour prévu le 26 janvier du côté d'Accra au Ghana. Ce n'est pas du tout impossible, puisque Maître Sikati, vous l'avez dit, impossible n'était pas camerounais. Je vais vous proposer de revenir sur les temps forts de cette rencontre avec Aïxidel. Le Cameroun n'a pas eu besoin de plus de 10 minutes après le coup d'envoi pour trouver le chemin des filets dans cette rencontre. Sur un coup franc de 35 mètres, Alexandra Takunda saute plus haut que tout le monde et d'une tête imparable, elle bat la gardienne de but ghanéenne. Le Cameroun mène 1-0 après 10 minutes de jeu. Le score restera inchangé jusqu'à la pause. On a eu une bonne première temps pour la seule raison que les filles, elles avaient suffisamment de ressources pour pouvoir le faire. Et on peut avoir cette endurance spécifique quand on joue des matchs de très haut niveau. Au retour des vestiaires, les Ghanéennes se montrent plus entreprenantes. À la 52e minute, soit 7 minutes seulement après la reprise, Princella Adoubeya, la capitaine ghanéenne, profite d'une hésitation de la défense camerounaise pour égaliser. Ghana 1, Cameroun 1. Ils ont marqué un but aussi, on parlait aussi de l'autre côté, marqué aussi 1 ou 2 buts. Je suis confiant. Donc restons optimistes. Ce sont les filles qui jouent ensemble depuis. Nous, on est là, on tourne un peu, par moment, on a quelques matchs avec les garçons. C'était que l'insuffisant. Je crois qu'on va bien jouer, on va se préparer constamment pour le match autour. Conscient du danger, le Cameroun se lance à l'assaut des buts ghanéens. 66e minute, Alice Flore Kameni, entrée en cours de jeu, est idéalement placée dans la surface de réparation ghanéenne. Mais elle ne réussit pas à concrétiser l'action. Le pressing se poursuit. 72e minute, Christine Bisson arme une frappe qui atterrit sur la barre transversale. Alexandra Takunda suit, mais manque sa reprise. Poussé dans ses derniers retranchements, le Ghana va tout de même sortir la tête de l'eau. 86e minute, la gardienne de but camerounaise relâche un ballon pleine surface de réparation et donne des sueurs froides à ses partenaires. 2 minutes après, à la 88e, il faut un sauvetage de la même Baou pour éviter le pire au Cameroun. La partie s'emballe dans ces dernières secondes. 90e minute, le danger change de camp. Dolores Sadia hérite d'un ballon dans la surface ghanéenne. Elle arme le shoot, mais le ballon passe légèrement au-dessus de la barre transversale. C'était une équipe très très expérimentée, qui avait des individualités avérées et qui jouait très très bien au ballon. Vous avez dû le constater. Et puis elles sont ensemble depuis. Elles font des tournois par-ci par-là. Et avec nous, pour être physiquement, il faut jouer aussi. Le sens n'est pas seulement d'aller courir avec les enfants sur le terrain. Il faudrait que ce soit dans des situations, il y a des compétitions. Nous avons juste un seul match de haut niveau dans les gens. Il faut nous d'abord jouer ces filles qui sont vraiment battues cet après-midi. Un but partout finalement au terme de la rencontre. Les Lions qui découvrent la haute compétition pour la première fois ont manqué d'expérience. Tout est à revoir. Jean trouve le ballon, passe à l'arbitre, lui présente en médaille. Jean passe, il approche l'arbitre siffle et fait faute. L'arbitre remet le ballon en jeu, passe pour Guidon qui trace un peu, et qui va
Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Voilà, Maître Sikati, est-ce qu'on peut dire au terme de ces images que les chances des Lions sont compromises par rapport au match retour pour la qualification de la Coupe du Monde de leur catégorie moins de 20 ans? Mais quand vous voyez quand même le style de jeu de cette équipe, et qui est d'ailleurs, qui ressemble beaucoup au style de jeu de l'équipe Fagnon féminine, ben je pense qu'on a, pour moi j'ai des raisons de penser que cette équipe peut se qualifier. Le football camerounais n'est plus dans le balbutiement dans lequel il se trouvait avant. Aujourd'hui, on voit quand même que c'est un football qui est en train de s'affirmer. Voilà, quand vous voyez la façon dont ces filles jouent, elles jouent vraiment, c'est un football qui est, je peux dire, il manque peut-être, il y a encore des déchets sur le plan de la finition, mais il y a un fond de jeu. Il y a des gestes techniques qui, franchement, peuvent nous amener à penser que cette équipe peut se qualifier. Je pense que le Ghana n'a pas marqué au Cameroun parce que le Ghana était beaucoup plus fort. Le Ghana a marqué parce que c'est aussi l'une des grandes nations de football féminin en Afrique. Voilà, bon, le Cameroun garde toutes ses chances et je suis même tenté de penser que le Cameroun pourra battre le Ghana à domicile. Cameroun parce que ces filles, oui, oui, quand vous regardez quand même la façon dont elles jouent, je pense que on est tenté de penser qu'il y a quand même de la relève. C'est-à-dire les filles qui jouent à l'équipe première demain, quand elles ne seront plus en âge de pouvoir jouer au niveau, bon, voilà, il y a quand même d'autres filles qui pourront prendre la relève. La relève et la façon de jouer, franchement, il y a des gestes techniques, il y a de la rapidité, il y a de l'engagement, il y a de la motivation. C'est le même optimisme voilà, que bon, François Oumo peut-être partage en ce qui concerne ces Lions. Parce qu'il faut quand même reconnaître que le Ghana a toujours été la bête noire du Cameroun et surtout de ses sélections inférieures. Ben, disons, nous ne pouvons que les encourager. Vous savez, en football, lorsque vous perdez et qu'il n'y a pas de production de jeu, vous avez des interrogations à vous faire. Cette équipe a joué, elle a été entreprenante, elle a fait un football d'attaque. Et je pense donc que si elles réussissent à allier la recherche du but au match retour et la conservation du zéro derrière, il est possible justement de faire un bon résultat et de passer. Mais est-ce que le public n'a pas joué sur ces filles? Est-ce qu'elle s'attendait à autant de monde au stade de Amadou Ahidjo? On a quand même vu, il était pratiquement plat. C'est le problème du manque de compétition locale. Ces jeunes filles, elles ne jouent pas de championnat. Hein, et elles ne sont pas habituées à jouer devant un public de cette taille. Le public, sur le plan psychologique, peut jouer son rôle. Mais c'est une partie dans le football. Il y a la tactique, il y a la technique. Je pense plutôt ici que le coach doit pouvoir, comme je le disais, trouver le syncrétisme entre le jeu d'attaque et la conservation du zéro derrière. Parce qu'elles ont une très bonne attaque. Takunda est une joueuse qu'on suit depuis les U17. Elle monte à U20. C'est un avant-centre de qualité. Et je pense que si cette fille-là a des opportunités au Ghana, elle va mettre. Mais il faudrait que derrière, nous puissions tenir le zéro. D'accord. On va donc parler à présent du championnat d'Afrique des Nations, édition 2018. On nous disait, il y a déjà eu le match d'ouverture qui a eu lieu samedi et des rencontres aussi bien dans le groupe A que dans le groupe B. En ce qui concerne les Lions A pris mené par Rigobert Sombanak, c'est demain, le 16 janvier 2018, que l'on saura ce que valent véritablement les Lions A prime. Je propose de faire le point dans le groupe A et le groupe B. On se retrouve juste après. Les joueurs du royaume chérifien annoncent déjà les couleurs de la compétition organisée à domicile avec la victoire nette obtenue face à la Mauritanie lors du match inaugural de la 5e édition du championnat d'Afrique des Nations de football. Malgré une équipe en panne d'inspiration en première mi-temps, le Maroc s'impose 4-0 grâce aux réalisations d'Ayoub El Kabi à la 66e minute, d'Ismaël El Haddad à la 72e minute. Ayoub El Kabi va inscrire un doublé à la 80e minute et enfin le but du KO signé Ashraf Benchari à la 92e minute. Grâce à cette large victoire, s'installe en tête du groupe A avec un goal différence plus important que celui du Soudan. Le Soudan justement a pris le dessus sur la Guinée-Conakry qui partait pourtant favori sur le papier. L'équipe nationale de Guinée débute ainsi mal la compétition en s'inclinant 1-2.
Les crocodiles du Nil ont scoré grâce à un coup de tête décroisé du défenseur Omer Suleiman à la 19e minute. Et à un tir à bout portant de Saïf Aldin Baki à la 75e minute. Dans le groupe B, la Côte d'Ivoire a été surprise par la Namibie. Les Ivoiriens ont cédé dans les arrêts de jeu sur un but de Charles Ambira. La Zambie a profité donc de ce faux pas des éléphants de la Côte d'Ivoire pour prendre les rênes du groupe B en s'imposant sans surprise 3-1. Le championnat d'Afrique des Nations 2018 s'annonce assez prolifique en but. 12 ont déjà été inscrits en 4 rencontres, soit une moyenne de 3 buts par match. Eh bien, François Goumou, ce qu'on peut dire à ce stade déjà de la compétition, c'est que les avant-centres sont inspirés. Oui, vous savez que en football, l'objectif majeur d'abord c'est de marquer. Et lorsqu'il y a des buts, le spectacle est présent. Cela ne me surprend pas dans la mesure où nous avons fait 10 jours au Maroc dans le cadre d'autres fonctions et nous avons assisté à des matchs amicaux entre plusieurs nations. Et on a vu des équipes, comme par exemple la Guinée qui a été battue aujourd'hui. Cela nous surprend un peu parce que c'est une équipe très technique, joueuse. Mais malheureusement, la réalité du match, la compétition est tout autre. Le Maroc qui joue à domicile, dont le championnat est pratiquement professionnel, ne surprend pas parce que tous les joueurs sont logés à bonne enseigne au niveau de leur championnat. C'est le lieu pour moi, si vous permettez, de faire une petite discussion parce que, étant au Maroc, j'ai eu des coups de fil qui sont venus de partout au Cameroun, faisant état de quelque chose qui avait été écrit dans les réseaux sociaux, que j'avais été expulsé dans un stade, parce que je suis un collaborateur du Congo et que j'aurais joué un rôle trouble pour l'annulation du match contre l'Ouganda. Maître Sikati est là. Lorsque les gens affirment certaines choses sans preuve, on peut leur porter plainte. Donc je suis au Maroc en tant que consultant au sein d'une société de management qui avait proposé des stages au Lion Indomptable. Il n'y a pas eu d'appel d'offres. Et les stages et le programme ont été définis avec le team manager et le coach Rigobert Song. À la dernière minute, on nous a informé que ça a été confié à d'autres. D'accord. Voilà, donc malheureusement, le match contre le Nigeria, les Nigériens étaient encore, je crois, en Tunis. Les organisateurs à qui la fédération a confié l'organisation de le match étaient en difficulté, mais en patriote, nous avons téléphoné au Nigeria pour qu'ils avancent leur venue sur la terre marocaine. Alors pourquoi on m'a donc empêché d'entrer? C'est pas parce que je suis espion du Congo, pas parce que j'ai joué rôle trouble, tout simplement parce que ceux qui organisent, avaient à charge du stage et des matchs amicaux des Lions Indomptables n'ont pas pu et ne voulaient pas que ça soit su. C'est pour ça que je tenais à soit dit à mon Dieu. A fait cette précision. Voilà. D'accord. Alors, Maître Sikati, est-ce que le fait que le Maroc, qui joue quand même à domicile, ait remporté son premier match sur quand même un large score 4-0 peut déjà permettre à ce qu'on place le Maroc comme le super favori de cette 5e édition du championnat d'Afrique des Nations? Mais je pense que le Maroc est le super favori, pas seulement parce qu'il évolue à domicile. Le Maroc est aussi le championnat. Le Maroc a le championnat qui a quand même permis d'avoir le champion d'Afrique en matière de Ligue des Champions. Voilà, et il faut quand même reconnaître que depuis la création du CHAN, en général, les équipes qui ont gagné le CHAN jusqu'à maintenant sont les équipes qui viennent des pays qui ont un championnat national qui marche très bien. Voilà, si vous regardez, je pense que le Congo a gagné 2 fois. Voilà, je pense que depuis un certain nombre d'années... Oui, la RDC, 2 fois. Depuis la création du CHAN quand même, on sait quelles sont les performances du TP Mazembe en Coupe d'Afrique, quelles sont les performances de l'AS Vita. Donc, c'est pareil pour le Maroc aujourd'hui. Vous voyez, le Wydad Casablanca gagne la Ligue des Champions. Aujourd'hui, cette équipe du Maroc qui est en train de jouer le CHAN a un effectif qui est composé pratiquement à 60% des joueurs qui évoluent au Wydad de Casablanca. Donc, logiquement, si le Wydad de Casablanca a marché sur l'Afrique pour ce qui est de la Ligue des Champions, logiquement, cette équipe devrait pouvoir marcher aussi sur l'Afrique. Non pas seulement parce qu'elle joue à domicile, je dis, mais parce qu'il y a aussi de la qualité. Donc, il faudrait que nous autres Camerounais, nous comprenions qu'en fait, parce que moi je pense que le Cameroun va à cette compétition pas comme favori.
voilà, c'est un outsider. Si on doit citer les 4 favoris. équipes qui peuvent gagner la compétition, je ne pense pas que le Cameroun, parce que peut être cité parmi les équipes qui sont là-bas. Regardez le résultat de l'équipe du Soudan. Mais vous voyez que le Soudan également, en compétition africaine, se comporte très bien. Très bien. Voilà, donc quand vous prenez le Maroc, c'est la même chose. Vous verrez également que d'autres pays comme la Tunisie, quand ils vont entrer en compétition, vont avoir certainement de bonnes performances parce qu'ils ont un championnat national qui marche très bien. Et que le championnat, je ne vous coupe pas, a déjà démarré. Voilà. Lorsque nous étions au Maroc, il y avait encore des matchs de championnat. Tout à fait. Ouais, ils ont arrêté juste il y a une Voilà, semaine ça veut dire qu'en pour fait- une trêve. Donc les joueurs sont en jambes. Alors que chez nous, ça fait 2 mois et demi. Vous abordez là un aspect très important qui va donc nous permettre de jauger les chances des Lions à prime qui rentrent dans la compétition, comme on l'a indiqué. Demain soir contre le Congo-Brazzaville. Alors François, vous avez vu ces Lions jouer contre le Maroc qui a remporté largement sa rencontre d'ouverture en match amical. Les Lions ont perdu 3-1. Qu'est-ce qui a manqué lors de cette rencontre amicale au Lyon? Les Lions ont fait 3 matchs, pas un seul. On ne va pas s'arrêter sur la défaite. Il faut souligner que il est en train de construire son équipe. Avec tout le respect que j'ai pour Sao Tomé et Principe, le match qualificatif qui nous a permis d'aller au CHAN, je dis, ce n'est pas là où on pouvait juger nos Lions. C'était pas un véritable partenaire. La Guinée équatoriale qui a encaissé 3-0 aujourd'hui contre la Libye est le seul adversaire que Rigobert a rencontré en phase de préparation avant de partir au Maroc. À partir du Maroc, et ça c'était bien pensé, c'est pour ça qu'on va mettre, je dis, il y a eu un délai d'initier parce que nous on a fait une programmation qui est au ministère et à la fédération. On leur a dit, allez vous acclimater. Parce qu'au Maroc, vous savez combien de degrés il fait? 4 à 7 degrés. Ça, alors qu'ici à Douala, nous sommes à 30, à Yaoundé à 25, à Sarmelma. Donc, ça a été compris et ils ont compris qu'il fallait faire un stage d'acclimatation. Et faire des rencontres amicales. La Guinée, qui était un très bon adversaire, ils ont fait une très bonne mi-temps contre la Guinée. Ils ont fait match nul. La Guinée a inscrit le but à la fin. Contre le Maroc, le coach a changé son d'effectif. Question de rôder, puisque c'est maintenant que cette équipe est en train de se construire, puisqu'il n'y a pas de championnat. Et contre le Nigeria, qui était un solide client, ils ont fait 0-0. Preuve que Rigobert est en train de trouver peut-être la bonne formule en termes d'effectifs. Parce que en football, vous pouvez tout avoir, mais c'est d'abord votre noyau. Et une fois que vous avez un noyau, maintenant alors, mettre la tactique. Et je peux dire aujourd'hui que Bawak, latéral droit, Kalati, le gardien, on peut déjà sortir oui, le 11 type par rapport à cette rencontre. Par rapport à ces 3 rencontres, Junior de Yonsport capitaine va jouer, Namedi, Bitan, Pangop, peut-être le Mokoko de Colombe, peut-être. Donc, ces joueurs-là se sont illustrés pendant les entraînements. Vous les avez vus jouer oui. Dans quel état d'esprit est-ce que les Lions apprennent eux-mêmes, en dehors du fait quand même qu'ils ont un ancien Lion emblématique comme entraîneur, dans quel état d'esprit dans la tanière? Comment est-ce que vous les avez trouvés du côté du Maroc? Je peux vous dire que d'abord, dans la tanière, ils chantent comme les autres lions. Ah bon. Il y a aussi un animateur, donc c'est de bonnes. Ils ont copié le bon exemple. Voilà. Donc c'est déjà ça, il y a l'esprit lion et leur entraîneur leur inculque cette volonté et cette rage vaine. Et puis, il faut pas le cacher, pour les meilleurs, c'est un très bon tremplin. La preuve, Pangop était sollicité depuis, même il est parti. Enfin, il a signé son contrat qui sera effectif avec oui, voilà. Et il y en a beaucoup. Quand je vous dis je suis consultant pour une société de management, c'est l'occasion pour ces joueurs de championnats locaux de se mettre en exergue. Et certains contrats peuvent se nouer avant le 31. Donc ceux qui sont vraiment titulaires vont tout faire pour s'accrocher d'abord pour leur gouvernement. Mais quand ils mouillent le maillot pour eux-mêmes, ils mouillent le maillot également pour le Cameroun. Et cela ne peut être que bénéfique pour les résultats à venir. Alors, on note que la seule nation qui se trouve au Maroc, qui a déjà eu à remporter le CHAN une seule fois, c'est la Libye. La Libye qui a donc battu la Guinée équatoriale. C'était ce soir 3-0. Actuellement, c'est le Nigeria qui est face au Rwanda. Je vais vous proposer de revenir sur les temps forts de la rencontre qui a opposé la Libye à la Guinée équatoriale.
voit les séquences de la partie. Avec un festival offensif de la Libye en première période. Ils sont allés à plusieurs reprises par l'intermédiaire de Salem Ablou ou encore de Leyat ici, qui était Eyaba. Et voici l'ouverture du score à la 11e minute de jeu par Saleh Taher. Bien servi donc par Elayat. Saleh Taher qu'on va retrouver aussi tout à l'heure pour le deuxième but libyen inscrit en première période. C'était donc ici à la 11e minute de jeu, ouverture du score pour la Libye. On voit encore une séquence avec une tentative de la Guinée équatoriale qui ne donne absolument rien, qui a mal cadré. En revanche, ici sur cette action, Saleh Taher est tout seul dans l'axe central. Grosse erreur de la défense de la Guinée équatoriale, du Zalang national. Et Yama est battu pour la deuxième fois dans cette première mi-temps. But inscrit en 6 minutes de jeu, 11e et 17e minute de jeu par Saleh Taher. Auteur d'un doublé donc aujourd'hui sur la pelouse de Tanger. En deuxième période, donc on attendait une réaction évidemment de la Guinée équatoriale. Et ce sont encore les Libyens qui se montrent les plus dangereux avec ce tir, cette frappe qui passe au-dessus de la transversale sur ce coup franc. Les Libyens qui ont failli créer la surprise, et encore Elayat qui est venu provoquer Zakaria, qui a donc eu l'opportunité de pousser le ballon au fond des filets. On va inscrire le 3e but pour la formation libyenne, les Chevaliers de Méditerranée, qui s'imposent donc 3-0 sur la Guinée équatoriale en match d'ouverture de ce groupe C ici au grand stade de Tanger. Et il a bien failli avoir un 4e but, mais c'est le poteau qui l'a repoussé. Voilà, 3-0 en faveur de la Libye ici à Tanger. Avec donc la Libye qui a pris la tête de ce groupe B avec 3 points. Autre match à suivre tout à l'heure ici même à Tanger. La rencontre. Eh bien, on note donc cette victoire de la Libye. Il faut dire que la Libye qui a remporté en 2011 le championnat d'Afrique des Nations. Jusqu'à présent, la logique de 3 buts par match est respectée parce que lors des 4 premières rencontres, il y a eu 12 buts. Donc, il y a eu 3 buts qui ont été inscrits aujourd'hui. Ça signifie que la ligne offensive se porte bien. Alors, vous parliez tout à l'heure, Maître Sikati, de la logique des championnats locaux qui pourra primer sur les performances en sélection nationale. Mais si on fait quand même machine en arrière, on s'arrête à 1984 par exemple, ou alors à 1982, lorsque le Cameroun prend part à sa toute première Coupe du Monde de football, on note quand même que les 11 équipes qui a joué contre l'Italie a fait match nul. Le statut était composé des joueurs évoluant sur le plan local. Comment comprendre maintenant que la donne soit plutôt renversée? Non, mais si vous faites un rapprochement en termes de qualité, c'est-à-dire du championnat du Cameroun des années 1980 et du championnat du Cameroun des années actuelles, vous conviendrez avec moi que franchement, en 82, bon, le championnat était de qualité. D'ailleurs, à cette époque-là, vous aviez les clubs camerounais qui gagnaient, qui étaient pratiquement au sommet de l'Afrique, les clubs comme Canon de Yaoundé, Union de Douala, Tonnerre de Yaoundé. Les clubs camerounais qui n'allaient pas loin en compétition africaine étaient éliminés en demi-finale. Bon, aujourd'hui, vous avez pratiquement la quasi-totalité des clubs camerounais qui sont éliminés en 16e de finale. Voilà, beaucoup même sont éliminés en phase préliminaire. Même Coton Sport, qui à un certain moment était le seul club qui sortait la tête de l'eau, bon, maintenant est rentré un peu dans les rangs au même titre que les autres clubs. Donc aujourd'hui, personne ne peut contester que le championnat camerounais n'est plus compétitif. Parce que moi, je ne suis pas d'accord avec ceux qui jugent la qualité de notre championnat en se référant aux compétitions entre les clubs camerounais. Pour savoir si notre championnat est bon, il faut confronter les meilleurs clubs camerounais aux meilleurs clubs des pays étrangers. Voilà, bon, maintenant, je me rends quand même compte qu'à partir du moment où vous avez un championnat dans lequel ne sont engagés que des joueurs qui jouent dans leur pays, dans les championnats de leur pays respectifs, et que vous avez des clubs camerounais qui, sur le plan africain, aujourd'hui ont de très mauvais résultats, moi, j'ai des raisons de penser que ce sera difficile de faire du miracle. Voilà, lorsque les mêmes joueurs qui en championnat ne donnaient pas les résultats sont appelés en équipe nationale. C'est pourquoi quand je vois un peu la pression que les gens mettent sur le dos de Rigobert Song, moi je dis c'est pas normal parce que il ne faut pas que demain, si le Cameroun n'a pas les résultats, qu'on se comporte comme si c'est Rigobert Song qui était à l'origine du problème. Le véritable problème il est beaucoup plus profond. Si nous voulons avoir des bons résultats
sur le plan africain, avec des joueurs qui évoluent chez nous en Afrique, eh bien, il faut penser à mettre sur pied un championnat qui est compétitif, un véritable championnat professionnel. En attendant, bien évidemment, qu'il démarre, parce qu'on attend toujours le kick-off du championnat. Sauf que on l'appelle, notre championnat, on l'appelle championnat professionnel, mais en réalité, dans les faits, il s'agit d'un championnat qui est amateur. Amateur, en ce qui concerne, je ne veux même pas parler des infrastructures, même le rythme d'entraînement des joueurs est encore amateur. Même la gestion des équipes c'est amateur. Donc, je pense tout simplement que le Cameroun, tout le monde le sait, on n'est pas parmi les favoris. Maintenant, bon, vous savez, le Cameroun, c'est quand même, on a une tradition de foot, on a des joueurs qui peuvent se surpasser, aussi parce que quelque part, ils peuvent être motivés par l'envie aussi d'avoir une certaine visibilité sur le plan international. Ça peut arriver. Moi, je le leur souhaite, mais il faudrait que nos dirigeants comprennent que le football aujourd'hui, ce n'est pas comme avant. Parce que le football tel qu'il est managé, il est devenu scientifique. Ça veut dire, aujourd'hui, vous avez des analystes qui sont capables de vous dire qu'en football, vous prouvez qu'en football, comme dans toute mathématique, 1 plus 1 égale 2. Avant, on disait que bon, si vous ne jouez pas bien, vous pouvez avoir la chance de gagner. Aujourd'hui, quand vous regardez la plupart des matchs, en général, les équipes qui jouent mal ne gagnent plus. Il n'y a plus d'à peu près. Non, il n'y a plus d'à peu près. Il n'y a plus de surprise. Mais il faut quand même noter que c'est peut-être le même langage qu'on tenait aux Lions seniors quand ils allaient au Gabon en 2017. Il y a eu une grosse surprise. Non, les Lions seniors, les Lions seniors, il faut savoir, on ne peut pas contester le fait que les Lions seniors, la quasi-totalité, ils jouent dans les championnats professionnels. Le Lyon, le Clinton J qui joue à Marseille, ou bien Boubacar Vincent qui est à Porto, son rythme d'entraînement journalier est le même de celui d'un joueur qui évolue pratiquement au Bayern de Munich. Ça veut dire que les standards d'entraînement sont totalement les mêmes. Voilà, donc je pense que quand vous êtes professionnel, on ne se lève pas un matin pour dire un joueur professionnel en Europe. Il y a un certain nombre d'indicateurs sur la base desquels on vous confère le statut de joueur professionnel. Donc si le Cameroun a joué au Gabon avec des joueurs professionnels, moi j'ai toujours dit une équipe du Cameroun dans laquelle il y a solidarité entre les joueurs, dans laquelle il y a de la discipline, c'est une équipe qui est capable de gagner la Coupe d'Afrique des Nations à n'importe quel moment. Vous parlez là de l'état d'esprit. Oui, je parle parce qu'en fait, c'est l'état d'esprit qui a toujours été le principal adversaire de notre pays. Regardez toutes les compétitions où le Cameroun est allé dans la sérénité, dans la discipline, dans la solidarité. On a gagné sans forcément avoir les meilleurs joueurs. Quand vous regardez par exemple 88, lorsqu'on gagne une Coupe d'Afrique des Nations avec 4 buts. Voilà, ça veut quelque part dire que bon, on a quand même une équipe qui était compacte, qui était solide sur le plan mental, sur le plan physique, qui était une équipe de joueurs qui se serrait les coudes. Voilà, donc aujourd'hui, je pense qu'il faut que nos dirigeants soient capables de se remettre en question, de se poser la vraie question. Et c'est d'ailleurs ce à quoi la normalisation est en train de s'atteler. Le vrai problème, c'est que la normalisation n'est pas là pour longtemps. C'est-à-dire, normaliser le football camerounais ne doit pas seulement se limiter au texte. Il faut aussi, ce qui est peut-être infaisable, normaliser la psychologie des dirigeants camerounais. Il faut les amener à devenir encore des passionnés de foot. Aujourd'hui, c'est un autre chantier. Oui, et c'est ça qui est le plus difficile. Les textes qui vont être produits par le comité de normalisation seront des textes de bonne qualité. Maintenant, si vous avez des textes de bonne qualité qui sont mis entre les mains des personnes qui ne sont pas de bonne moralité, ben c'est un peu comme si on parle de l'environnement électoral au Cameroun. Même si vous avez le meilleur code électoral du monde, si les Camerounais ne veulent pas être responsables et dire on peut voter sans accepter de changer notre vote parce qu'on a reçu quelque chose en retour, eh bien, ce code électoral, il ne servira à rien du tout. Dans le football, c'est pratiquement la même chose. Si on a les bons textes, il faut aussi que les dirigeants soient des gens passionnés qui aiment le football. C'est comme ça. Pourquoi est-ce qu'on gagnait? Vous avez posé la question. On gagnait dans les années 82. Pourquoi? Parce que vous aviez des dirigeants qui venaient seulement pour l'amour du foot. Vous n'aviez pas des dirigeants qui venaient créer en fait des équipes pour servir de structure, pour commercialiser des joueurs, pour vendre les joueurs à l'international. Ils avaient une vision. Aujourd'hui, pratiquement, si vous prenez 10 présidents de club, à peine vous en avez 2 qui sont vraiment des passionnés de foot. D'accord. Voilà, alors, pour sortir de ce sujet concernant le championnat d'Afrique des Nations, François Ngoumou, le Camerounais logé dans le même groupe que le Congo-Brazzaville, le Burkina Faso et l'Angola, les Lions A' peuvent-ils tirer la épingle du jeu dans ce groupe? Oui, je pense. Je voulais juste donner un autre élément de réponse à la problématique. Pourquoi on gagnait hier avec des joueurs locaux et pourquoi maintenant on n'a plus les mêmes résultats. Il faut souligner qu'à l'époque, il y avait une stabilité des effectifs dans les clubs. Premièrement, la première cause, les parents tenaient à ce que leurs enfants fassent des études. Et donc, ils restaient dans la ville où ils sont. Alors que maintenant, les gens abandonnent pratiquement les études et peuvent partir dès qu'ils poussent le ballon en devenant professionnels.
Deuxième chose, quand on avait le bac ou même le BPC, certains dirigeants de club permettaient à certains joueurs d'entrer dans les sociétés parapubliques ou d'État. Donc ces joueurs-là ne voyaient pas la raison pour laquelle ils devaient aller à l'extérieur. Et ça faisait que, indépendamment du football, qui était amateur, ils avaient de quoi vivre. Aujourd'hui, les joueurs de football ne vivent que de ce que leur donnent les clubs. Et au Cameroun, quand on vous donne 50 000 francs par mois, norme standard au Cameroun, et qu'il y a une opportunité qui arrive en Europe, les joueurs partent. Donc voilà un peu la véritable raison, c'est l'instabilité des effectifs pour répondre, pour ajouter un ingrédient par rapport à cela. Maintenant, le Cameroun peut-il des chances. J'ai suivi la préparation de la plupart des équipes. L'Angola est aussi venu en stage préparatoire au Maroc. Je les ai vus jouer. Une équipe athlétique, mais aussi également technique. C'est-à-dire qu'au milieu de terrain, en défense, ils ont des éléments et du répondant. Leur défense, c'est une défense de fer. Et le Burkina, qui n'était pas loin, a fait une série de matchs amicaux, des matchs nuls. Donc, je n'ai pas eu l'occasion de voir leur rencontre. Mais les informations glanées me font comprendre que, à l'heure actuelle, honnêtement, l'Angola, en termes de potentiel, et le Cameroun sont les favoris de la poule. Donc, tout maintenant doit se confirmer au terrain. Comme je vous l'ai dit, et je souligne, et je rejoins un maître là-dessus, les Camerounais ont ce qu'on appelle le facteur génétique. Il y a d'abord le potentiel. Et depuis qu'ils ont fait un stage, Rigobert a d'abord fait un stage au Cameroun, puis ils sont partis faire une quinzaine de jours, ils ont fait 3 matchs, ils se sont acclimatés. Maintenant, c'est juste la petite touche et la baraka qu'il faut pour que l'équipe décolle. En tout cas, on va voir tout cela lors de la première sortie contre le Congo-Brazzaville. C'est là exactement 20h30 heure du Cameroun. On parle à présent des préparatifs du kick-off du championnat professionnel Ligue 1 et Ligue 2 au Cameroun. En attendant, bien évidemment, le conseil d'administration a annoncé du côté de la Ligue de football professionnel du Cameroun, où il y aura certainement la date du kick-off de ce championnat. Les clubs poursuivent leur mise au vert. C'est le cas de Bamboutos de Mbouda qui s'est délocalisé, qui est parti donc de sa zone, de sa base à Mbouda pour la ville de Douala. Et il y a donc eu cette rencontre amicale entre Bamboutos de Mbouda et la formation d'avion FC Dunkam de l'Elitou. Le score de la partie, 1 but partout, un résultat qui a été suivi par les supporters venus donc vivre cette rencontre amicale. C'était dans la ville de Douala entre Bamboutos Mbouda et la formation de Avion FC Dunkam. Il faut dire que c'est la deuxième rencontre qu'Avion FC Dunkam livre avec un club de Ligue 1. La première, c'était contre Newsa de Douala, le vainqueur de la Coupe du Cameroun. Le score s'est également soldé sur c'était 1 but partout. Je vais vous proposer à la suite de ces images de suivre les réactions de René Ndi. Il est milieu de terrain du côté de Bamboutos de Mbouda. Il est au micro de Raoul Taboufoué. Nous avons commencé ici, ça fait 3 semaines, mais puisque au début, ce n'était pas vraiment du travail, c'était encore le recrutement, on essayait de voir c'était un nouveau qui vient d'arriver. D'ici à 2 semaines, on a essayé de pousser un peu physiquement pour aller un peu de la charge, avec les nouveaux qu'il y a, avec le potentiel qu'on a vu dans ce championnat, on peut essayer d'utiliser les nouveaux qui sont arrivés, plus des anciens, les anciens qui sont là. Tactiquement, vous voyez, tactiquement, nous n'avons pas encore mis assez de choses en place. Donc, c'est plus physiquement qu'on travaille encore pour le moment. Et il faut les matchs amicaux pour essayer de lâcher. Mais d'ici peu, puisque le championnat n'a pas encore une fixe date, on va continuer à travailler. On va garder le moral puisque le groupe, on va garder la tête haute, continuer à travailler pour atteindre le championnat. À la suite donc de Bamboutos et Avion de Cameroun, on s'intéresse à notre club, cette fois de l'Elitou. Il s'agit de Botafogo Football Club, toujours dans la ville de Douala, qui a un nouvel entraîneur. C'est ce monsieur en image, Souleymane Ibrahim, c'est le nouvel entraîneur donc de cette formation. Il a donc dirigé sa toute première séance d'entraînement, c'était ce matin, au centre d'accueil d'observation de Bepanda. Eh bien, il a été donc assigné comme mission à cet entraîneur de ramener Botafogo Football Club en Elite One. C'est une mission qui n'est pas du tout aisée pour cet entraîneur, Souleymane Ibrahim, avec donc ce premier contact qu'il a eu avec ses joueurs. Je propose d'ailleurs de l'écouter, ce qu'il pense de ses ambitions au niveau du banc technique de Botafogo FC de Douala. C'est par le biais d'un ami
que j'ai été contacté pour arriver à Botafogo. Et quand ils m'ont proposé le projet, j'ai dit pourquoi pas, dans la mesure que je suis un entraîneur qui aime le challenge. Et je suis là ici à Botafogo pour donner le résultat. Et vous savez que Botafogo a été mon club. Et c'est moi qui a fait monter Botafogo en Ligue 2. Et après, je suis parti et je reviens encore dans la maison. C'était ma première séance aujourd'hui. L'ambiance est grandiose. J'ai apprécié ce que le coach précédent a eu à faire. Parce que jusqu'ici, j'ai constaté qu'il y a des gamins qui sont capables d'apporter pour cette saison à Botafogo. Je pense qu'avec le concours de tout le monde, on va arriver parce que l'objectif. Jean touche le ballon, passe à l'arbitre, lui présente en métal. Jean Paul qui l'approche à l'arbitre fait faute. L'arbitre remet le ballon en jeu passe pour Guidon qui trace un peu, et qui remporte. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Alors, on poursuit donc cette phase de préparation dans les clubs de Ligue 1 et Ligue 2. On a donc un représentant de la colombe sportive du Dia, François Ngoumou. Vous sortez fraîchement de Saint-Mélimar où il y a eu quand même une rencontre. L'Assemblée générale de la colombe, c'était dimanche. On peut déjà avoir quelques résolutions qui ont été prises au sortir de cette assemblée? Oui, tout à fait, c'était hier. Avant de parler des résolutions, il faut d'abord souligner que quand on a convoqué les membres, supporters et sympathisants de la colombe hier, c'était d'abord pour faire un tour d'horizon, un bilan, sous la houlette de son PCA, André Noël-Essiane, sous la supervision du préfet du Djaïlobo. Nous avons discuté franchement avec les supporters qui n'étaient pas contents. Vous le savez, la colombe a connu une saison en dents de scie. Nous avons bien commencé les 3 premières journées, on a chuté, et puis il y a eu une série de 8 défaites, et ensuite, enfin, on a fait cette fameuse remontada qui nous a permis de terminer à la 11e place. Mais la colombe, le constat fait, d'après les explications du directeur général qui a fait le bilan, le rapport administratif, le constat, tout le monde, c'est d'abord que nous n'avons pas de stade. Quand on parle d'infrastructure sportive, la colombe joue sous ces matchs à l'extérieur. Le trésorier a fait un bilan financier. 107 millions ont été dépensés. Parce que les mises au vert et les déplacements entre Saint-Mélimar et Yaoundé. Donc, c'est une raison. Il y a aussi eu l'instabilité des coachs. La colombe n'a changé aucun coach. Tous sont partis. Au début de la saison, j'ai engagé Jean-Pierre Fiala qui est parti en Europe 15 jours, raison familiale, il n'est plus revenu. Son adjoint a assumé l'intérim. Puis on a engagé le coach Enon Gachou, qui est aujourd'hui président de la directeur général de la football. Quand il y avait une certaine stabilité, un décret présidentiel nous l'a enlevé pour le nommer à ce précieux poste. Et puis Nankam est arrivé, le temps qu'il s'adapte, ça a été difficile. Et là, il faut souligner franchement la patience du président du conseil d'administration, M. André Noël-Essiane, qui a laissé le staff, le duo en fait, Tankam et Mutombo. 8 matchs, sans victoire. C'était même des défaites. Dans un autre club, après 3 rencontres, ils auraient sauté. Et dans cet esprit de continuité, le PCA a décidé de confier la responsabilité de l'équipe à Mutombo, suite au départ de la Nankam. Et sur le plan financier, les ambitions sont revues à la hausse. Nous allons tout faire pour justement éviter cette instabilité au niveau du staff, même comme ce n'était pas de notre fait, et que le recrutement soit fait de manière homéopathique. Nous avons gardé 13 joueurs, rapport du coach. Il y a certains qui sont partis vers d'autres horizons, et il y a d'autres qui sont en train d'être recrutés. On ne va pas donner les listes là maintenant. Donc le coach a fait son bilan, il est déjà à 25 joueurs. La préparation est déjà entamée depuis pratiquement un mois et demi. Les premiers matchs amicaux ont commencé. Et alors maintenant, ce qui est surtout important de souligner, c'est que quand on parle de structuration et d'organisation, la colombe du Djaïlobo est l'un des seuls clubs qui a un conseil d'administration aujourd'hui au Cameroun, dont les membres doivent donner un minimum de 1 million. C'est que l'exigence de la Ligue de football professionnel du Cameroun, vous avez déjà muté comme le souhaitait la Ligue de football professionnel du Cameroun. Oui, je veux dire que oui, c'est-à-dire que la colombe a un conseil d'administration.
Et il y a 50 membres. Chaque membre donne 1 million, ça fait. Parce qu'il fallait que les clubs mutent en société. Ça a été fait. D'accord. Et pour un budget comme celui de cette année qui est à 161 millions, vous voyez que si les administrateurs donnent 50, il y a encore un gap. Et c'est le lieu ici de remercier la mairie de Saint-Méma qui en donne 30. Et les subventions de la Ligue et la FECAFOOT sont à hauteur de 24. D'accord. Il manque un Covid, il y a encore un Covid. Où le trouver? Et c'est le rôle un peu du conseil spécial. En quelques mots, la colonne sportive déjà a quand même occupé, au terme du classement, 11e, il était 11e. Quelles sont les ambitions, pour être plus précis, pour l'année, pour cette saison? La Coupe du Cameroun, le championnat? Je peux vous dire que le chef traditionnel, M. Hélène Boutou, était dans la salle, a pris la parole et le chasse-mouche a demandé à l'entraîneur, monsieur l'entraîneur, quelles sont vos ambitions? C'est la question qui a été posée donc, à l'entraîneur. L'entraîneur a répondu, nous avons terminé à deuxième moitié du championnat. Modestement, moi je voudrais terminer à la première moitié, c'est-à-dire les 6 premiers. Les gens ont dit non. Avec un tel budget, monsieur l'entraîneur, nous vous recommandons de viser plus haut. Donc, pour dire en termes de résolution qui était actée, vous visez plus haut. C'est que la Colombe vise plus haut, être africain. Alors, il faut quand même relever un fait qui risquerait quand même avoir un impact au niveau du bon déroulement de cette compétition. C'est cette décision prise par le président du Comité national olympique et sportif, Maître Sikati. Ça fait du bien comme vous êtes là. Pour le colonel Kalkaba Malboum a limogé tous les membres de la Chambre de conciliation et d'arbitrage. Quel impact est-ce que cette décision peut-elle avoir pour le bon déroulement de la compétition en élite? Bon, ben déjà, ce n'est pas le Comité national olympique qui organise les compétitions au sein de la FECAFOOT. Je pense que le championnat professionnel organisé par la Ligue de football professionnel et Ligue 1 et Ligue 2. Bon, maintenant, vous avez le championnat amateur qui est organisé auprès des ligues régionales et ligues départementales et éventuellement des ligues d'arrondissement. Donc, il ne s'agit pas d'une décision qui va remettre en cause le fonctionnement ou bien le déroulement des compétitions de football au sein de la FECAFOOT. Par contre, je pense qu'il s'agit quand même d'une décision rendue dans un environnement un peu, je dirais, cafouilleux parce que, bon, j'ai appris comme beaucoup de gens que M. Kalkaba Malboum, au moment où il rend la décision, il était suspendu et qu'il ne pouvait plus rendre cette décision-là. Mais en même temps, je me suis rendu compte aussi que, en fait, le président de l'association des comités nationaux olympiques africains, Lansana Palinfo l'Ivoirien, qui avait fait suspendre Kalkaba Malboum, lui aussi il a été suspendu après par l'association des comités nationaux olympiques africains pour la raison, on lui reprochait également d'avoir suspendu son adversaire dans le cadre pour l'empêcher d'être candidat à une élection. Donc, c'est pour dire que celui qui a fait suspendre Kalkaba, lui-même aussi a été suspendu après. Alors, dans cette série de suspensions, la décision, Kalkaba était-il dans ses droits Non, c'est pourquoi je dis que c'est un peu cafouilleux, c'est un peu compliqué à démêler les écheveaux dans cette affaire parce que à la fin, il faut se poser la question de savoir, en suspendant Palinfo, est-ce que les membres des comités nationaux olympiques voulaient désavouer Palinfo qui avait fait suspendre Kalkaba? Donc c'est assez complexe. Et dans le cadre toujours du comité olympique, quand on a quand même un arbitre qui fait partie d'un collège de 3 arbitres qui sont appelés à statuer dans le cadre d'un litige, mais qui lui envoie un courrier pour taxer ses collègues arbitres d'avoir été corrompus, et que c'est le même jour que le président du comité olympique prend la décision de limoger tous les arbitres, et disons de limoger tous les arbitres, remplacer le président par un autre président, à qui il demande de lui proposer une autre liste d'arbitres, de conciliateurs. Je pense que c'est quand même des faits, tout ça c'est des faits assez graves. D'accord. Voilà, donc, maintenant, il est difficile de se prononcer quant à savoir qui a raison, qui n'a pas raison. Mais il y a beaucoup de suspensions, il y a beaucoup de... Je pense que c'est avec l'avenir qu'on saura vraiment de quel côté se trouve le bon droit. Merci à vous, Maître Désiré Sikati. On aura le temps de revenir de long en large en ce qui concerne cette situation, puisque certainement, le championnat va commencer, il y aura certainement des litiges et qui pourraient donc faire face à ce blocus, puisqu'on attend toujours que le professeur Marie Bipoungoum, qui est le président actuel nommé à la CCA, qui puisse trouver ses nouveaux conciliateurs et arbitres. Merci également à vous, François Ngoumou, d'avoir fait le déplacement de Samilima pour venir sur ce plateau. Merci à toute l'équipe qui travaille dans l'ombre, mais également à vous qui
qui avait tenu tout au long de ce programme. Nous espérons vous savoir davantage nombreux lors des prochaines tranches consacrées au sport sur Equinox Télévision. Bonsoir.